Bonjour, bienvenue à tous sur le webinaire Recueil des faits post-accident. Avant de commencer, si vous avez la moindre difficulté quant au son ou à l'image, merci de nous le faire savoir. En préambule, le son des participants est coupé. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Nous allons y répondre au fil de l'eau et dans tous les cas, si trop de questions, nous y reviendrons à la fin pour pouvoir vous apporter une réponse. On est ravis de vous accueillir. Virginie Brossier, Team Leader Management des risques professionnels. Et Xavier Bédon, manager au département qualité de vie au travail au sein d'ENI. Alors, aujourd'hui, pourquoi procéder au recueil des faits consécutifs à un AT? Se poser les bonnes questions au moment de la survenance d'un fait accidentel est stratégique pour identifier l'origine de l'accident et mettre en place le plan d'action associé. Le recueil des faits permet également de déterminer si l'émission de réserve sur le caractère professionnel de l'accident est opportune. L'objectif est donc double. Piloter votre politique de prévention des risques professionnels et piloter votre phase déclarative. En plus de ça, on peut ajouter que le recueil des faits va jouer aussi sur la partie analyse de l'accident et a un rôle majeur étant donné que c'est à partir de ces éléments que l'analyse pourra être faite et qu'elle sera surtout pertinente en vue de mettre des actions de prévention ou correctives pour faire en sorte que l'accident ne se reproduise plus. L'idée aussi, c'est de responsabiliser les acteurs lors de cette étape, notamment le manager, en lui donnant effectivement une mission quant à ce recueil des faits pour qu'il puisse s'impliquer au vu pour faire la déclaration d'une part si jamais il est acteur là-dedans, surtout aussi pour organiser derrière l'analyse de l'accident et piloter le plan d'action associé. L'idée étant de faire du coup de l'accident un événement et surtout de créer les conditions pour pouvoir le traiter. Alors, par rapport au recueil des faits, des choses importantes, première chose, c'est d'avoir une compréhension objective de ce qui s'est passé, des événements qui ont conduit à cet accident. L'idée n'est pas de rechercher des responsabilités ou de stigmatiser des comportements, mais plutôt de mettre en évidence les faits sans interprétation ou jugement de valeur. On vous donne des exemples ici. Il ne faisait pas attention, il ne portait pas ses chaussures de sécurité. Là, on est dans un jugement. Il utilisait son téléphone, là on est dans le fait, il travaillait en basket, effectivement on est aussi sur un fait. Donc c'est vraiment important de distinguer les choses subjectives des choses objectives, étant donné que là l'idée est de mettre l'accent sur quel a été le processus accidentel et non pas à qui la faute. On recherche les faits en fait en amont, la genèse de l'accident, afin de déterminer, voilà, c'est bien une conséquence d'action, c'est bien une succession d'actions qui ont amené en fait à cet événement qu'est l'accident. Donc pareil, les exemples, le salarié a rapporté ses EPI la veille chez lui pour les laver, il était en retard le matin, il a oublié ses chaussures chez lui, il a travaillé en basket. Donc voilà, là on est bien sur des faits objectifs et pas de jugement de valeur. Alors, le Code de la sécurité sociale définit strictement ce qu'est un accident du travail. Donc, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères aujourd'hui pour définir un accident du travail. Donc, effectivement, il faut être au temps et lieu du travail. Et également, il faut qu'il y ait un fait accidentel ou une lésion physique ou psychique. Ces deux éléments sont importants. À noter que la lésion physique, ça s'apparente plutôt à une douleur, à une entorse, un bleu, un hématome, quelque chose qu'on peut constater. Et une lésion psychique, oui, elle existe aussi, la lésion psychique, typiquement. On voit un collègue en train de se faire happer la main par une machine. Je suis témoin de ce fait-là. Je peux être choquée psychologiquement et une déclaration d'accident du travail devra être faite. Il faudra aussi remonter. Oui, on a les circonstances, on a la succession de faits qui amènent à cet accident et on peut avoir une lésion psychique. Autre exemple, je suis victime d'une agression. Effectivement, il n'y a pas forcément de lésion physique, pour autant il peut avoir une lésion psychique. On vous a donné quelques exemples sur comment rédiger effectivement suite au recueil des faits pour expliquer effectivement l'action du salarié au moment des faits. Par exemple, le salarié était en train de faire du rangement.
Aujourd'hui, on peut se poser la question, quel rangement, de quel produit, de quel matériau, est-ce que c'était lourd, pas lourd, avec un objet de manutention? La description n'est pas suffisante et il faut remonter sur les actions qui pourront nous déterminer comment s'est passé l'accident. Donc, dans l'autre exemple, on vous précise, le salarié transportait, donc on sait ce qu'il est en train de faire, une boîte de couverts, on sait donc quoi, poids 5 kg, on a un ordre de poids, pour la déposer dans la salle de restauration, on sait donc pour faire quoi. Nature de l'accident, au cours de son déplacement, on sait donc comment. Le salarié a ressenti une douleur à l'épaule, on sait donc quoi. Il est important aujourd'hui d'être précis et pour être précis, effectivement, il faut que le recueil des faits soit objectif. Du coup, pour procéder à ce recueil des faits, vous avez différentes sources d'informations. Première source d'information, l'observation de l'environnement de travail lorsque l'accident se produit. C'est très important en fait de rapidement figer les choses par rapport à cette observation parce qu'en fait la production, enfin en tout cas le cours du travail va reprendre derrière et des choses peuvent bouger suite à l'accident et du coup, vous allez perdre cette information. Donc, il est extrêmement important d'aller figer effectivement l'état des machines, l'état des outils, la configuration du lieu de travail rapidement et de noter tout de suite ça pour pouvoir garder ça derrière au vu de pouvoir déclarer et surtout par rapport derrière à l'analyse de l'accident qui sera menée dans les jours qui vont suivre. Donc, c'est vraiment important de pouvoir figer entre guillemets la scène et de reporter vite les éléments associés avant effectivement que les choses se remettent en place et que l'activité redémarre. Deuxième source d'information, les entretiens. Les entretiens, là, l'idée, c'est d'aller interroger différentes personnes, le salarié, la victime déjà. Alors, bien sûr, si elle n'est pas prise en charge par les secours, et j'ai envie de dire, même si elle est prise en charge, c'est toujours bien de faire un petit recueil des faits à chaud avec cette personne avant qu'elle soit transportée à l'extérieur. Alors ça, selon votre configuration, est-ce que c'est le manager? Est-ce que c'est la médecine du travail, l'infirmière qui est sur site? À vous de le déterminer, mais en tout cas, c'est toujours bien, si la victime est transportée, d'avoir quelques éléments clés tout de suite en posant quelques questions. Autre personne qu'on va aller interroger, les témoins, s'il y en a. Alors, il peut y avoir des témoins directs qui ont assisté à la scène, ça c'est important, et on reviendra aussi sur la définition de témoin. Ou sinon, ce qu'on va appeler témoins, les premières personnes avisées aussi, qui sont arrivées sur la scène juste après l'accident. C'est important de recueillir en fait leurs informations parce qu'ils vont alimenter aussi des éléments que le salarié n'a peut-être pas lui pu vous donner. Donc ces personnes-là vont être clés. L'encadrement. L'encadrement va vous donner de l'information sur plutôt le process, la manière de fonctionner. Est-ce qu'on est vraiment sur un cas de figure où on était dans le process? Effectivement, ce n'est pas lié à une défaillance du process ou à une mauvaise pratique qui a été mise en œuvre. Ou effectivement, est-ce qu'on était en écart aussi par rapport à une pratique, par rapport à une bonne manière de faire? Donc ça, c'est important en fait, ce qui va vous redonner le cadre, cette personne-là, vu qu'il a la connaissance des us et coutumes. Et les collègues aussi vont être intéressants à interroger parce qu'eux, ils vont pouvoir vous donner de l'information aussi si c'est une pratique partagée. Je vous donne un exemple. Un salarié qui chanterait une sécurité parce que plus de praticité vis-à-vis de l'outil en chantant la sécurité pour gagner du temps ou alors parce que on sait que dans certains cas de figure, il faut chanter cette sécurité pour pouvoir produire. Les collègues en fait vont pouvoir vous dire effectivement on le fait tous ou alors non effectivement c'était une mauvaise pratique et on la partage pas. Donc ça vous permettra aussi d'avoir des éléments et surtout pour l'analyse de comprendre est-ce que derrière tout le process de prévention était bon. On peut des fois se rendre compte que tout compte fait, on avait mis en place une consigne qui n'était pas du tout appliquée par le collectif et du coup qui a généré l'accident. Donc on pourra remettre en question effectivement cette consigne et éventuellement soit l'adapter, soit complètement la supprimer ou la revoir ou aller trouver d'autres solutions sur des axes organisationnels ou techniques parce qu'on voit que la consigne, tout compte fait, n'est pas tenable. Donc ces deux sources-là vont alimenter en fait votre recueil des faits et il est important en fait d'aller assez rapidement sur ces deux sources-là. Alors sur l'observation, je vous l'ai dit, avant que le travail redémarre derrière. Sur les entretiens, c'est important d'y aller vite aussi, étant donné que plus le temps va passer, plus on va perdre de l'information et on risque de tomber dans l'interprétation et donc du coup le jugement de valeur. Ouais, c'est vraiment important d'aller vite interroger ces personnes-là. Pour vous donner un ordre d'idée, pour l'avoir vécu aussi, il est bien en fait de pouvoir procéder à ce recueil des faits donc à chaud et dans les 24 heures qui suivent par rapport aux entretiens.
c'est important. Comme ça, vous avez encore de la matière assez fraîche avant que ce soit effectivement pollué et surtout interprété. Sachant que pour faire une analyse d'accident, l'optimum étant 48 heures, voire 3 jours après l'accident, là où voilà, on a assez d'éléments normalement pour pouvoir faire une bonne analyse d'accident. Donc, c'est bien de pouvoir réagir très vite sur les sources d'informations pour le recueil des faits. L'observation de l'environnement de travail. Donc, pour vous faire un petit focus là-dessus. Voilà, l'idée, c'est de caractériser, par exemple, les objets manipulés, le poids du carton, le contenu, sa taille, est-ce que c'est volumineux. Vraiment, voilà, pouvoir caractériser de manière objective les objets manipulés s'il y a lieu. La vérification de l'utilisation et l'état des EPI. Voilà, si le salarié effectivement portait des EPI, dans quels états ils étaient? Est-ce qu'ils ont joué leur rôle? Est-ce qu'ils étaient adaptés par rapport à la tâche? Je vous donne un exemple. Un salarié qui se blesserait à un produit chimique, mais qui portait des gants de manutention. On voit bien que là, l'EPI n'était pas du tout adapté par rapport au risque. Alors, j'en profite, Xavier, parce qu'effectivement, la vérification de l'utilisation et l'état des EPI est important dans le recueil des faits et la politique de prévention. Pour autant, pour sécuriser la phase déclarative de l'accident du travail, le port des EPI ne doit pas être cité. En effet, aujourd'hui, vous avez une obligation de résultat. Et si vous figez dans la déclaration comme quoi votre salarié ne portait pas ses EPI, vous ouvrez la porte à une éventuelle demande de reconnaissance de faute inexcusable. Donc, ce recueil-là et cette analyse-là est vraiment dédié au pilotage de votre prévention des risques, mais pas à la sécurisation de la phase déclarative. Donc, c'est important effectivement de faire le distinguo des éléments que vous allez recueillir pour savoir est-ce que ça, je vais l'utiliser lors de la rédaction de ma déclaration ou effectivement lors de mon analyse de l'accident avec l'arbre des causes ou une quelconque autre méthode. Ensuite, autre point, vérification et constatation des défaillances sur le matériel utilisé. Je vous parlais précédemment du chantage d'une sécurité. Bah là, vérifier que tout fonctionne, effectivement, que les organes de sécurité des machines fonctionnaient, qu'il n'y avait pas de défaillance, que les contrôles périodiques avaient été effectués aussi, ça c'est important, parce que derrière, ça pourrait déclencher des actions différentes si on voit qu'effectivement on était en écart sur un matériel qui n'avait pas été vérifié périodiquement et qui présentait un défaut. Ou comme si le salarié vous précise qu'il s'est fait mal suite à une défaillance du matériel, vérifier que ce matériel en question est parti en réparation au service technique et qu'il y a bien eu une difficulté avec celui-ci. Peut-être que effectivement, soit le matériel est réparé ou a été réparé ou pas du tout. Si pas du tout, effectivement, il faudra alors creuser la question pour savoir ce qui s'est réellement passé. Le dernier point, du coup, la configuration de l'environnement de travail, allée étroite, l'encombrement, l'emprise au sol, la hauteur, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, ça va être de qualifier aussi l'environnement de travail avec la configuration des lieux. C'est important aussi d'en tenir compte dans votre recueil des faits, étant donné que ça a pu jouer un rôle par rapport à la survenue de l'accident. Également, pareil, sur la configuration des lieux, ouvrez-vous. Exemple, si vous êtes une entreprise de transport, votre salarié vous dit qu'il s'est fait mal au dos en passant sur un dos d'âne, vérifiez que sur son parcours, il y ait bien un dos d'âne. C'est important à vérifier, car s'il n'y a pas de dos d'âne, peut-être qu'il s'est fait mal au dos autrement ou pas du tout. Alors, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est que si vous n'avez pas l'opportunité de figer, entre guillemets, la scène immédiatement, une reconstitution peut aussi vous aider. Alors, sous couvert que vous ayez assez d'éléments pour faire une reconstitution qui tienne la route, hein, mais c'est important effectivement de pouvoir retracer le parcours du salarié avant son accident, des choses comme ça. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité, parce que votre organisation ne vous le permet pas, de pouvoir figer tout de suite des éléments par rapport à l'environnement de travail. Je pense notamment aux personnes qui peuvent être détachées dans tout ce qui est service par exemple, où là on va avoir du management à distance et où le manager n'aura pas forcément accès tout de suite à l'environnement de travail où a eu lieu l'accident, et donc éventuellement organiser une reconstitution pour pouvoir refiger certains éléments et aller vérifier effectivement un certain nombre de choses. On va revenir sur la notion de témoin. Effectivement, tout à l'heure, on vous disait qu'il est important de mener des entretiens avec le salarié, l'encadrement, les collègues et aussi un témoin. Le témoin se doit d'être précisé. En effet, un témoin, c'est la personne qui a vu l'événement se produire. La personne qui a entendu mais n'a pas vu l'accident n'est pas un témoin, mais une première personne avisée. Exemple, j'entends un bruit, je me retourne et je vois mon collègue au sol. J'ai entendu
Pour autant, je n'ai pas vu et je ne suis pas capable de décrire le mécanisme de fait accidentel. Je ne suis donc pas témoin. En revanche, si 2 salariés portent une poutre ensemble, exemple, l'un en face de l'autre, si l'un des salariés se fait mal et que l'autre n'a rien vu, effectivement, on peut s'interroger sur l'existence ou non d'un témoin, voire même sur l'existence du fait accidentel. Il y a 3 étapes essentielles à respecter avec un témoin. Premièrement, il faut l'interroger et il faut également l'impliquer. L'implication du témoin est importante. Donc, recueillir son témoignage via une attestation formelle permet de l'engager et effectivement d'avoir une description précise des faits qu'il a pu voir. Pour coordonner et pour vérifier aussi les informations que le témoin a données, c'est important, comme on a dit tout à l'heure, de continuer ces interviews avec les collègues de travail et l'encadrement, parce qu'effectivement, ils ne sont peut-être pas témoins, mais ont pu entendre un bruit ou constater effectivement le salarié étant blessé ou au sol juste après. Pour exemple, sur interroger les témoins, exemple d'un sinistre, M. Dupont, magasinier, nous déclare s'être blessé pour ramasser un carton. En se relevant, son épaule droite aurait heurté un carton et un second carton serait tombé sur son épaule. Finalement, en étudiant le contexte de l'accident, on remonte du coup. Donc sur la journée, le salarié avait pour mission de mettre en rayon des produits. 2 salariés étaient en charge de cette mission, l'un le matin et l'autre l'après-midi. Ça, c'est les circonstances de la journée. Dans le recueil des éléments, on remonte aussi sur le déroulement de la journée et qu'est-ce qui était prévu. Les bonnes pratiques à mettre en place, donc en premier, c'est interroger le salarié, donc c'est ce qu'on vous disait tout de suite, soit dans les 24 heures, et il n'y a pas de témoin oculaire. Bon, des personnes étaient pourtant présentes effectivement dans l'entrepôt, en permanence et à proximité du salarié. Ils n'ont rien vu et rien entendu d'anormal. Là, c'est intéressant de se poser la question. Effectivement, d'autres salariés étaient présents. Ils sont à proximité. Alors, dans un entrepôt, on n'est pas forcément dans les mêmes rayons au même moment. Donc, ça, c'est plutôt plausible. Pour autant, ils n'ont quand même rien entendu. Il faut aller creuser aussi. Le salarié nous a expliqué qu'un carton serait tombé. Donc, normalement, ça provoque un bruit. Si on n'a pas assez d'informations, comme Xavier le disait, il faut procéder à une reconstitution des faits. La reconstitution a eu lieu et en fait, l'enquête révèle que le carton a chuté vers l'arrière et non en avant comme indiqué par le salarié. On peut donc se poser la question si le salarié a fait une véritable description des faits tels qu'elles se sont produits. Pour vérifier aussi si le salarié a été heurté par un carton et que ce carton-là lui est fait effectivement mal, parce qu'on peut prendre un carton vide ou un carton plein, ce qui n'est donc pas du tout, ce qui génère pas du tout les mêmes conséquences. On peut peser les cartons. Vérifier l'entreposage également, l'équilibre des cartons, leur accessibilité. Est-ce que tout était bien rangé ou pas? Est-ce qu'il y en a qui dépassaient? Il faut aller chercher les informations et finir par interroger les collègues de travail qui étaient présents. Le salarié en charge du rayon le matin, donc il faut remonter aussi sur les salariés du matin, même si l'accident est l'après-midi, déclare qu'aucune des palettes restantes n'excédait 1,20 m et qu'aucune pile, ne présentait de défaillance d'équilibre. Il s'ensuit qu'on peut s'interroger sur quel est le mécanisme du fait accidentel. Est-ce que M. Dupont a respecté l'ensemble des process et des consignes de sécurité pour que le carton finalement lui tombe dessus, sur l'épaule? Ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est qu'en faisant le recueil des faits, vous allez effectivement avoir de l'information par rapport à votre BAT et pouvoir l'utiliser aussi sur votre outil pour pouvoir faire l'analyse de l'accident. Mais vous créez aussi l'événement. C'est-à-dire que vous montrez très clairement, en faisant ça, que c'est important, que l'événement est un accident, que ce n'est pas admissible, en tout cas que l'entreprise se préoccupe de ça, et que du coup, on va chercher à connaître effectivement quelles sont les causes de l'accident, de sorte à lutter contre ça, et effectivement lever aussi certaines incohérences. Donc vous allez à un moment donné aussi montrer aux salariés que l'accident étant un événement, c'est important pour l'entreprise d'aller creuser, de comprendre, d'identifier les causes racines et surtout d'aller lutter contre ça de sorte à ce que ça ne se reproduise plus. Nous avons mis un deuxième exemple, c'est le cas de Madame Valentin qui, elle, est commerciale. Madame Valentin a déclaré avoir trébuché sur un pas de porte
alors qu'elle transportait manuellement une machine dont elle voulait faire la démonstration à un client. Ce mouvement serait à l'origine d'une douleur lombaire. Le contexte de l'accident est du jour. Il n'y a pas de témoin oculaire de l'accident. Pourtant, Madame Valentin était chez un client. Il paraît étonnant qu'elle ait pu se déplacer dans les locaux du client sans être accompagnée. Là, effectivement, il y a des bonnes pratiques et des bonnes questions à se poser. Quel est réellement l'événement à l'origine de la douleur lombaire? Parce qu'elle dit effectivement qu'elle transporte manuellement une machine, mais pour autant, est-ce que c'est un effort qui est lié à la manutention? Est-ce que c'est réellement sur un faux mouvement sur le port du carton? Quel est le poids du carton? Les moyens mis à la disposition de Madame Valentin, ça c'est intéressant parce que est-ce que finalement elle a utilisé un outil de manutention ou pas pour faire la démonstration chez le client? Est-ce qu'il y avait la place chez le client de faire cette démonstration-là? Il faut aller s'interroger et quelles étaient les consignes à suivre. Donc pour elle, les consignes à suivre données pour respecter la sécurité via la manipulation et la démonstration, et les consignes de sécurité également chez le client. Il y a tout un tas de questions à se poser pour établir un recueil des faits précis. Donc là, c'est intéressant parce qu'on va remettre en question l'organisation du travail via ce questionnement. Je vous donne toujours, si on continue sur cet exemple de Madame Valentin, elle avait peut-être à disposition un chariot dans sa voiture pour transporter le matériel. Malheureusement, la configuration des lieux fait qu'elle n'a pas pu l'utiliser. Ça peut être une première piste. Ou alors, tout compte fait, elle n'utilise jamais le chariot parce que ce n'est pas du tout pratique. Ou alors, pour gagner du temps, parce que c'est toujours plus facile de le porter à bras plutôt que de monter ça sur le chariot, puis de faire transporter le chariot par différentes allées, je préfère transporter à bras. Donc, toutes ces questions vont permettre de lever effectivement les pratiques et d'aller creuser effectivement les causes réelles. Donc ça, c'est important. Et de vous remettre en question en fait sur votre organisation. On entend souvent en prévention, on a mis à disposition, mais les salariés n'utilisent pas. OK, mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas? Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont vous permettre de lever et des fois aussi de lever des choses en disant, tout compte fait, je pensais que j'avais une solution miracle et elle n'est pas du tout utilisée par mes salariés pour telle et telle raison. Donc, il faut que je repense en fait mon dispositif de prévention. Du coup, on arrive à la fin de notre présentation. Pour votre information, on propose aussi une formation pour aller plus loin en fait sur ce sujet, avec 2 dates qui sont positionnées sur notre site à Gennevilliers, le 29 octobre et le 4 décembre. Il reste des places pour vous inscrire. Vous avez un lien d'inscription ici même qui vous sera aussi donné dans la présentation. L'idée de cette formation étant de développer tout ce qu'on a pu vous dire là avec des cas pratiques, avec un retour d'expérience aussi des consultants qui animeront cette formation, sachant que vous aurez pour le coup 2 consultants en animation, un consultant plutôt axé sur l'ADAT et un consultant sur la prévention pour vous donner l'ensemble des bonnes pratiques, des clés, des éléments, vous aidant en fait à sécuriser effectivement le recueil des faits et d'en faire effectivement un outil de pilotage de votre démarche de prévention pour votre DAT et votre analyse d'accident. On vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir taper vos questions si vous le souhaitez dans le fil de chat du webinaire et on peut y répondre du coup sur les dernières minutes. On a juste une question pour l'instant. Combien de temps doit prendre l'étape de recueil des faits? J'ai envie de dire aujourd'hui, il n'y a pas de temps, il n'y a pas un standard vis-à-vis de ça. Simplement, j'ai envie de dire, il faudra prendre le temps de, c'est important, pour aller chercher les informations. Le faire en fait à la va-vite ou sur un coin de table en 5 minutes un vendredi soir, on sait très bien que vous n'allez pas être pertinent. Donc, j'ai plus envie de dire, c'est quel temps vous pouvez allouer et surtout le temps nécessaire à aller chercher les bonnes informations pour que ce soit intéressant et pertinent. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur un standard en vous disant, passez-y un quart d'heure ou une demi-heure, mais plus effectivement, quelle organisation vous pouvez déclencher. Aussi, ça dépendra effectivement des choses à aller chercher. Hein. Si vous avez 15 personnes à interroger, ça sera différent que si simplement vous avez un témoin et une victime. Donc, sur cette question-là, j'ai envie de dire, c'est plus à vous de déterminer effectivement quel temps allouer et quelle organisation à mettre en place vis-à-vis de ça. S'il y a d'autres questions, je vous laisse les taper.
Nous vous remercions vivement pour votre attention et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.